Ceux qui regardaient les vitres et regardaient ce qui s'est passé et la fumée sont partis. À 6 heures, l'explosion s'est produite et il y avait au moins 10 malades, je pense, et en plus il y avait leurs parents. C'était l'apocalypse. Dans cet étage, au 9e, on a 3 morts. À l'heure de l'explosion, j'étais déjà parti. Mais je suis tout de suite revenu pour aider les gens, pour aider les gens à les évacuer de l'hôpital, évacuer les malades. By time, j'ai demandé à plusieurs associations internationales qu'on a besoin de médicaments, des choses qui ont manqué à cause peut-être de l'explosion et des choses qui déjà manquaient. À cause de la situation économique, on avait des traitements qui manquaient déjà. Il y a la Naïma, on a 110 enfants cancéreux. On a eu du mal à les caser la première semaine, puisque tous les hôpitaux étaient submergés avec les traumas, avec les blessés. Une vingtaine d'enfants ont été hospitalisés les 3 premiers jours à Byblos, à Notre-Dame. On a perdu le papa d'une fille ici, qui a le lymphome, qui était hyper content puisque son papa vivait en Afrique. Il est venu spécialement pour sa chimio de l'Afrique. Et là, parti. Hi, Gemma. Ça va? Chaud? كيف لقيتي هون الامبيونس؟ منيحة؟ لا حلوة. وهون هيدي بعدها متضايقك؟ Je suis allée ouvrir la porte et boum, j'ai vu tout en train d'être détruit. J'ai vu les immeubles devant nous se briser les uns après les autres et je me suis dit que Dieu les aide. Je me suis rapprochée de ma fille et les vitres me sont tombées dessus. Puis j'ai vu mon mari à terre et elle a tout vu. Very strong. ما بتحكيش. Not even. Quand je peux décoller. Parfois la folie permet de réussir et donc on a pu faire un service de 32 lits qui était un des services les plus beaux du Liban en pédiatrie, donc on arrivait à pas être en compétition mais être du même niveau que les grands hôpitaux universitaires. On a construit en 2015 et en 2016, nous avons commencé à recevoir les premiers malades. Nous étions arrivés à 1000 malades par an. On soignait à peu près 50% de réfugiés et 50% de Libanais. Donc c'est pour ça qu'on a eu un tel succès, parce qu'on soignait les pauvres en fait. L'État n'a pas un sou. L'État est très pauvre. Nous vivons grâce aux donations essentiellement. Ça c'est une partie de nos donateurs. Il y en a beaucoup naturellement. Le principal est la fondation Carlos Slim. Alors ça c'était une chambre à 4 lits, c'est la seule parce qu'on avait 2 berceaux et 2 lits normaux. Alors, il y avait tout, il y avait télévision, il y avait câble, il y avait monitoring. C'était vraiment un hôpital ultra moderne. Et vous voyez ce qu'il en reste.
C'est surtout aux soins intensifs qu'il y a le plus de dégâts. Ça, c'était le joyau de notre service, c'était 6 unités de soins intensifs néonatales. Où on recevait des enfants vraiment en détresse. Et bon, entièrement détruites, comme vous voyez. La moitié des couveuses sont hors d'état de fonctionner. On a 2 respirateurs qui ont été sévèrement atteints. Et les monitorings ont naturellement brûlé parce que l'électricité a joué. Ils ont été arrachés de leur fixation et sont tombés par terre. Et heureusement qu'on n'a pas eu de dégâts parmi les blessés. Les infirmières ont été légèrement égratignées, mais les bébés ont été protégés dans les couveuses. Et on a pu donc les sortir indemnes. Ça fait 42 ans que je travaille dans ce domaine, donc c'était un plaisir d'avoir réussi à faire quelque chose d'humanitaire en fin de carrière. Qu'est-ce que vous pensez? Ça me donne envie de pleurer. On va essayer de le construire. Oui, il vient. Ah, d'accord, ok. 2 minutes and 1 minute. Je suis responsable de l'ONG qui s'occupe de la pédiatrie à l'hôpital. Très bien. Donc vous êtes justement, il y a nos experts qui sont là pour vous soutenir. Les pièces de change, réparer le pare-brise et tout ce qu'il faut. Merci beaucoup. Ici, c'est quasiment un urbicide, hein, comment dire. Il y a une destruction, comme quand il y a un typhon. On est dans un contexte de Covid, on est dans un contexte de crise économique grave. Et puis par là-dessus, il y a cette explosion, et je dois dire que c'est là l'accumulation des catastrophes. Il y avait 8 couveuses avec 8 respirateurs. Ah oui, parce que c'est venu de là. Ouais. L'État est incapable, l'État est nul, l'État est inexistant. Donc, on va dépendre de quoi? Nous sommes un hôpital, nous avons besoin d'aide pour démarrer. De toute façon, personne, nous n'avons plus confiance dans notre État, nous n'avons confiance que dans les organismes privés. Là, on est dans mon village qui s'appelle Meshmesh. On a perdu un jeune pompier qui s'appelle Jonoun, il est de ma famille. Il est pompier, il était en première ligne devant l'explosion. On l'a retrouvé seulement il y a 2 jours. Donc ils n'ont pas trouvé son corps. Jusqu'à il y a 2 jours, on a trouvé une toute petite partie. Dans de pareilles circonstances, je ne trouve pas de mots assez humains pour exprimer la tristesse. Pour réconforter le père de Joe, sa famille et tous ses amis attristés, c'est une très grande perte. On l'a perdu et on ne sait pas pourquoi on perd ces jeunes. Est-ce que les politiques étaient au courant de ce qui s'est passé? On a perdu nos jeunes comme ça, pour rien, en vain. Mais j'ai quand même espoir, c'est pas la première fois qu'au Liban on a des problèmes. On a vécu dans les problèmes, ça devient une partie de notre vie. Joe était le premier à la porte du silo, il a été déchiqueté. Moi, je lui promets que je lui rendrai justice, pas en argent, mais en tête de dirigeant.
Si l'État ne nous rend pas justice, on ira la chercher par nous-mêmes. Je vous le promets. Joe le sait. Quand on fait une promesse, on la tient. C'est une maison traditionnelle libanaise avec les trois arcades. Toutes les arcades ont été soufflées, bien sûr. Et ainsi que beaucoup des tableaux que vous voyez. Enfin, certains, on a déjà décrochés. Beaucoup sont ceux qui sont restés sur le mur, on les a gardés, mais ils sont tous très abîmés. Elle a survécu donc l'époque ottomane, le mandat français, les deux guerres mondiales, la guerre civile au Liban. Et maintenant ceci, donc elle a été soufflée en un instant, tout a été déchiqueté. Je me sens chaque jour de plus en plus mal parce que je réalise petit à petit l'ampleur des dégâts, malheureusement. Vous voyez, par exemple, des petits morceaux comme ça, on va les jeter. Exactement. Et puis ça, on va les garder, ça. On va les garder. Ça, c'est des lustres. La reconstruction de la bâtisse va prendre un certain temps, bien sûr. Nous allons procéder par étapes. La première étape, c'est de vider la maison entièrement, parce qu'elle a été ébranlée, elle a besoin d'être consolidée de l'extérieur comme de l'intérieur. Les plafonds à l'étage supérieur ont besoin d'être refaits. La toiture a besoin d'être consolidée également. Nous enlevons les tuiles en ce moment. Et nous avons commandé des bâches pour recouvrir la toiture de façon à rendre la maison étanche, parce que les pluies vont bientôt arriver. Ces petits propriétaires qui n'ont peut-être pas les moyens de retaper leur maison, que vont-ils faire? Ils sont tentés de vendre leurs biens à des promoteurs immobiliers qui, eux, vont s'empresser de construire des tours. Ils sont déjà à l'afflux, ce sont des beaux tours. Mais je pense que la jeunesse est sensible à ce patrimoine. Et j'espère qu'on va pouvoir lutter, pouvoir garder tel quel et le reconstruire tel quel. So there was pelmet here. And these are the pieces all over. Okay. And as an architect, I know you will be able to identify what goes with this, whereas somebody else will just throw it away. Mais en général, les dommages sont incommensurables. C'est impossible d'évaluer. Enfin, dans les millions de dollars, malheureusement. Je suis dans le processus de créer une association pour la restauration du palais sur Soc. Et j'espère recevoir des dons qui m'aideront justement à retaper la maison petit à petit. On s'attend à ce que l'État nous aide d'une façon ou d'une autre. Mais l'État, malheureusement, est aux abonnés absents maintenant. Dans tous les domaines. Je ne pense rien entreprendre avant qu'il y ait une stabilité politique dans le pays. Si on continue de la même façon et qu'on a une bombe encore dans 15 ans, à quoi bon? Ce bâtiment émerge de sol de Beyrouth comme un rapport à la mémoire de Beyrouth, la mémoire certainement de la guerre, de tout ce paysage urbain de la ville qu'on a vu complètement troué, éventré par les traces des balles.
Il y a aussi dans ces fenêtres un rapport aussi au contexte, puisque les fenêtres des bâtiments sont toutes très aléatoires autour, donc ça épouse son contexte d'une certaine façon. Les ascenseurs ont été complètement détruits, c'est soufflé vraiment par cette force de l'explosion. Et tout ce qui est métallerie dans ce bâtiment a été complètement distordu et c'est là où on peut réaliser la force en fait de cette explosion. Et je me pose la question de quelle manière on peut aujourd'hui retrouver cette trace, ce moment en fait qui a marqué tellement aujourd'hui l'histoire du Liban et qui doit se retrouver dans la mémoire. Comme la démarche du bâtiment entier était vraiment raconter les mémoires de la ville, j'aimerais bien raconter aussi cette trace, cet événement qui s'est produit. Il y a quelque chose à inventer ici pour se rappeler et ne jamais revivre ça. Ironiquement, ce bâtiment qui a été un peu un bouclier qui nous protège, j'ai réalisé ça quand je suis revenue sur place ici et vu que ce bâtiment a survécu cette bombe et il a aussi protégé certains habitants du quartier qui étaient dans des bâtiments plus petits. C'est une perte, bien sûr, c'est une grande perte, c'est une perte de temps, d'énergie, puisqu'il faut rebâtir, il faut avoir l'énergie de reconstruire aussi et reconstruire ce qu'on a, l'âme qu'on a mis dans ce lieu. Donc c'est, oui, c'est énorme, bien sûr, c'est énorme. Catastrophe, hein. On est vraiment dans les quartiers qui ont été les plus touchés par cette explosion. Et ce qui est très dommage aussi, c'est des quartiers qui ont été épargnés pendant la guerre. Alors nous sommes dans notre maison de famille, la famille Daguerre, qui vit ici depuis les années 1820. Cette maison s'est construite par étapes et s'est terminée en 1875. Toutes ces maisons-là ont subi un choc extrêmement violent qui a entamé les structures même, au-delà des fenêtres et des portes et des éléments décoratifs qui sont très fortement endommagés. Nous avons aussi des problèmes structurels majeurs dans ces maisons-là. Beaucoup de maisons ont des façades éventrées, ont les toits complètement détruits. Les assurances, à ce jour, nous ne savons pas si elles paieront quoi que ce soit. Pour ceux qui sont assurés, vu que c'est le brouillard total au niveau de la responsabilité de cette explosion, est-ce un accident, est-ce une explosion criminelle, est-ce un attentat, est-ce une attaque? Ce sont des points d'interrogation auxquels nous n'avons pas de réponse. Et tant qu'il n'y a pas de réponse, les assurances, évidemment, éviteront de payer. Ces pièces de plâtre qui sont tombées du plafond ont été rassemblées ici. Donc c'est des morceaux épars certainement, mais nous allons les conserver. Ce qui va être l'occasion maintenant, c'est l'occasion justement de créer, grâce à cet intérêt pour le patrimoine, de créer une dynamique à travers laquelle nous allons former des jeunes artisans qui enseigneront ensuite aux générations suivantes, etc., à maintenir ces maisons.
Aujourd'hui, j'ai très bon espoir de voir finalement qu'on va pouvoir faire quelque chose de cette ville, alors que vraiment on désespérait il y a quelques années. En tout cas, ça a mis une lumière sur le patrimoine comme jamais avant. Parce qu'avant, les maisons disparaissaient une à une, donc les gens ne s'en rendaient pas vraiment compte, ça ne faisait pas assez de tapage. Alors que là, maintenant, c'est vraiment tout ce patrimoine. Donc on a 640 bâtiments patrimoniaux qui ont été frappés dans cette explosion. Les 2 premiers jours, j'avais peur de regarder ces immeubles noirs. Il y avait de la fumée derrière, mais maintenant je n'ai plus peur. Je m'appelle Maral, je vis avec mes parents dans cette maison de Mar Michael à Beyrouth. On est 7 à la maison. Il y a moi, ma petite sœur, mon père et ma mère, et ma grande sœur divorcée et ses 2 enfants. Les premières heures, comme on n'avait plus de porte d'entrée, on avait l'angoisse de surveiller la maison, garder les affaires. Et quelques heures plus tard, je me suis dit, ok, on peut commencer à nettoyer. C'est la première chose qu'on a remplacée. On a mis de nouveaux rideaux. On voulait protéger la maison du soleil et de la poussière. Il y avait un programme à la télévision qui conseillait aux gens de fermer leurs fenêtres, parce que l'air est toxique à cause de l'explosion. C'est du poison. Mais ça nous a fait rire quand on a vu ça. Quelles fenêtres voulez-vous qu'on ferme? Est-ce qu'il reste encore des fenêtres à Beyrouth? On a 3 portes en contreplaqué de bonne qualité. Elles nous avaient coûté $1400. On ne peut pas attendre que des ONG viennent pour réparer les portes et les fenêtres. Il y a 5000 maisons cassées à Beyrouth. Quand va venir notre tour? Donc on a commencé à réparer pour retrouver une vie normale. On est un peu superstitieux. Même si on peut mettre les 2 bouts côte à côte et les réparer, on préfère les changer car on n'aime pas que le seuil de la porte soit cassé. Donc on va en acheter un nouveau. J'ai présenté toutes les photos à la police. Ils ont commencé à enregistrer les dégâts. Il y a aussi le Haut Comité des secours qui nous a demandé d'aller chez le maire, déclarer nos dégâts. Nous n'avons pas beaucoup d'espoir pour obtenir une aide importante pour réparer la maison. L'État est tellement endetté, je ne sais pas s'il va faire quelque chose ou si on va devoir attendre 20 ans pour qu'il dédommage. J'ai commencé en tant qu'artiste peintre. Ça fait 13 ans que je suis contractuelle à l'université libanaise. Cela veut dire que je n'ai pas d'assurance santé, que je n'ai pas de revenus mensuels. Je reçois mon salaire une fois tous les 2 ans. Combien la crème? 7500. Et ça? 1000. Ces pistaches étaient à 500 livres libanaises, maintenant elles sont à 1000. Certains prix ont doublé, d'autres ont augmenté de 80%. On essaie de manger moins. Personnellement, je gagne le même salaire que l'année dernière. J'ai perdu mon pouvoir d'achat et les prix ont augmenté. On y perd des 2 côtés.
On va à mon atelier. J'aime beaucoup cet espace. C'est très calme. Ce tableau, c'est mon préféré. Il a été endommagé par l'explosion. Quelque chose est tombé dessus, mais je vais pouvoir le réparer. Les maisons de Bourj Hamoud, ce sont les maisons qui m'inspirent le plus. Par exemple, cet immeuble que j'ai vu depuis le balcon. Il est toujours intact. Ceux-là aussi, ils sont toujours pareils. Après tout ça, que va devenir notre santé mentale? Comment notre vie intérieure va se ressentir dans notre travail en tant qu'artiste? Je ne sais pas. C'est aussi une surprise pour moi. Nous allons perdre notre patrimoine, ces anciennes maisons. C'est l'histoire du Liban, ces maisons. Qu'est-ce que tu fais? Je passe le temps. Avec le corona, il y a eu beaucoup de fermetures. Et avec l'explosion, la crise a empiré. Environ 90% de l'activité économique s'est effondrée. Il y a une crise de liquidité. Ça rend notre travail très difficile. On espère que la situation va s'améliorer, que le futur sera meilleur. J'ai fait ça pour symboliser qu'après le Covid, nous attendions un changement quelconque qui devait survenir. La réparation des maisons va être très difficile parce que pendant la guerre, les destructions étaient plus concentrées. Quand un missile tombait, c'était à un endroit, mais là, il y en a partout. On ne sait pas où commencer ni quand ça va finir. Mon neveu fait de petits avions en papier depuis quelques jours. Il rêve de quitter ce pays. Il ne veut pas rester ici. Je retrouve partout ces avions qu'il fait et qu'il lance. Ici, tout peut arriver, bien comme mal, mais surtout mal. Comme cette explosion, on ne s'y attendait pas. C'est pour ça que je veux partir. Quand je serai parti, je ne reviendrai pas. Jamais. Quand j'entends un bruit, comme un avion, j'ai peur. Mais j'écris dans mon journal. J'exprime mes sentiments, comme ça, pour que ça aille mieux. Les 2 premières semaines, on a beaucoup travaillé à la maison. Mais depuis 2 jours, je sens la descente.
Je veux commencer à faire attention à ma santé mentale, aller voir un psy. Je ne veux pas faire une dépression dans quelques mois et regretter de ne pas avoir pris soin de moi maintenant. Ne me parlez pas de courage ni de résilience, parce que je ne le suis pas. On est détruit de l'intérieur. On ne sait pas ce qui nous attend la semaine prochaine, le mois prochain. Il y a beaucoup de problèmes dans ce pays, beaucoup trop de problèmes. Et en plus de ça, Beyrouth est en ruine maintenant. Je suis Aline Kamakian et propriétaire du restaurant Maïrig. Je suis libanaise d'origine arménienne. Malheureusement, nous sommes à 500 mètres du lieu de l'explosion, tout a été détruit. Moi, j'ai perdu l'ouïe sur mon côté droit. J'ai 2 côtes cassées et j'ai un problème au genou droit. Aujourd'hui, ça va, je prends des médicaments, mais j'ai besoin d'une opération. Enfin, ce n'est rien comparé à ce que je vois autour de moi. 85 familles vivent de ce restaurant. Aujourd'hui, on est presque 1 mois après l'explosion et nous sommes en train de tout reconstruire. On espère rouvrir la terrasse d'ici quelques jours. On n'a pas de bois, pas de verre, de matériaux de construction, de fer. Le plus gros challenge, c'est de trouver des dollars. Tout est importé et tout se paye en dollars. Donc si vous n'avez pas de dollars en liquide, vous ne pouvez rien faire et notre argent est coincé à la banque. On veut vivre. On a besoin de rouvrir nos entreprises, de payer les salaires pour pouvoir garder nos employés. C'est la seule façon de continuer. On a besoin de survivre et continuer. C'est pour ça qu'on ouvre la terrasse. Pour pouvoir recevoir quelques clients. La salle intérieure demande au moins 2 mois de travail. Mais heureusement, on a encore du beau temps pour profiter de la terrasse. Là, c'était tout cassé. Donc on a remis le chandelier, enfin ce qu'il en reste. Petit à petit, on redémarre. Le plus important, c'est la cuisine. On servira 20, 25 personnes, pas plus. D'habitude, on faisait 125 couverts. Le but pour le moment, ce n'est pas de faire des bénéfices. Là, il faut juste payer les salaires. Je veux survivre et payer mes employés. Faire du profit, on peut rêver. Je ne peux pas abandonner. Pour mon équipe, pour ceux qui sont morts, on ne peut pas partir. On est là pour reconstruire et pour montrer au monde entier ce qu'on peut faire. Maïrig veut dire maman. Moi, je n'ai pas d'enfants, mais j'ai mes 85 employés. Ils sont tout pour moi. Les ONG essaient d'aider, mais les assurances attendent encore de déterminer quelle est la cause de l'explosion. Malheureusement, il n'y aura pas d'aide de l'État. Ils nous disent de remplir des dossiers. On va le faire, mais on sait que ça ne sert à rien.
Là, on a fait une cuisine solidaire. On prépare 2500 repas par jour. 3 jours après l'explosion, on a commencé à nourrir les gens parce que c'était intenable. On a fait cette cuisine parce que déjà la situation économique était très difficile et on s'attend à ce que ce soit pire. Ici, c'est le 2e étage du restaurant. On travaille à la chaîne pour emballer les repas avec les volontaires qui sont là. Il y a toujours du riz et un ragoût, soit végétarien ou avec de la viande ou du poisson. Chaque personne reçoit une salade, un sandwich et un fruit. Et puis il y a un choix de 2 ou 3 plats chauds. On achète une partie de la marchandise et l'autre, ce sont des donations. Des individus, des ONG qui veulent aider. On leur dit qu'on a besoin de riz, de lentilles, de viande, de légumes. Certains nous les achètent directement, d'autres nous donnent de l'argent. Pour se sortir de cette situation, il faut des cerveaux, une stratégie, un gouvernement, de l'aide internationale. Maintenant, tout ce qu'on voit, c'est des ONG, des individus qui donnent des fenêtres, des dollars, du riz. Avec ça, on va tenir quelques mois, mais après, qui va reconstruire? Comment on va faire? يلا شوف يعني نحن تحت الجسر عم نبرم لنوصل اوكي Ici, c'est un point de distribution où les gens viennent chercher des sandwichs ou des plats chauds. Il y a aussi quelqu'un qui distribue directement dans les maisons. Là, il va prendre 35 plats chauds. Donner, c'est une manière de se sentir vivant. Pour moi et mes équipes, c'était la meilleure façon de guérir. Travailler, distribuer de la nourriture, c'est ça notre thérapie. Aujourd'hui, tout Beyrouth a besoin de thérapie. Nous sommes à Bourj Hamoud. Il y a une famille de 7 personnes qui attendent un repas chaud. هالمساعدات عم يساعدكم لتضاينوا شو الوضع؟ من بعد الانفجار صار فينا هيك؟ تعتير وكيف فينا نساعدك أكثر؟ شو فينا نعمل؟ كم شخص في البيت؟ 6 في حدا عم يشتغل بيناتكم ولا؟ جوزي مريض. جوزك مريض؟ سرطان. معه كانسر. عم تلحقي الأدوية؟ Depuis un an, il y a plusieurs crises qui s'accumulent. Une crise économique, puis une révolution. Ensuite, les banques se sont effondrées, puis le Covid, et maintenant l'explosion. On n'a pas eu le temps de respirer. Gigi! Our heroes.
On l'a remis, il était cassé, mais on l'a réparé. Je ne veux pas le jeter, tellement il a de la valeur pour moi. Le verre a été recyclé. On est de retour. Santé. Santé. Qui a faim? Allez. Ils sont tous blessés. Agop est sourd. Julien est aveugle. Youssef est aveugle. Rudy a la main blessée. Qu'est-ce que je peux faire pour les remercier? Je suis heureuse qu'on ait survécu. Mais je suis triste pour tous ces gens qui ont perdu des proches. Rien ne pourra les ramener. Ce soir, on est de nouveau ensemble. On est fort parce qu'on est ensemble. Sans eux, je ne suis rien, je ne suis personne. On revient plus fort, les gars.